Bonjour, je suis Étienne Espreman et je vais faire mon hot d'or. Hot game. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 5e épisode de Hot Game, la petite interview piquante et craquante. Aujourd'hui, je reçois Maître Étienne Espreman. Bonjour Étienne. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Merci de me recevoir. Mais je t'en prie, est-ce que tu sais à quoi t'attendre? Il paraît que c'est une interview assez piquante. Et ça va être une interview assez piquante. Et te connaissant un peu, je m'attends à tout. Pour ceux qui découvrent, je m'inspire des émissions Hot Ones de Kian Kojandi, des émissions de Legend Media de Guillaume Play, un petit peu dans la manière dont on va aborder certains thèmes, et des émissions télévisées de Frédéric Lopez, aussi dans la présentation de certaines choses. Voilà, c'est un petit melting pot de ces émissions-là. Ce sont des émissions qui m'ont inspiré le concept. Et nouveauté, maintenant, l'émission est aussi disponible en podcast, en plus des vidéos YouTube. Si vous avez vu la vidéo ou écouté le prédécesseur qui était Miroslav Dragan alias Michel Dufrane, pour la petite histoire, j'ai eu droit à 4 heures d'enregistrement que j'ai quand même pu réduire à 1h30 de vidéo, mais 3h30 de podcast, tellement il y avait des informations hyper importantes, enfin hyper intéressantes surtout, à vous présenter. Du coup, je me suis dit, autant mettre aussi toutes les émissions en podcast. Et si notre interview dure un peu plus longtemps, je raccourcis en vidéo. Mais en podcast, il y aura l'intégralité de notre discussion. Si vous voulez encore plus de contenu, plus d'invités, plus d'interviews, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Les commentaires, c'est bien honnêtement pour le référencement. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Ça pourra aider un petit peu à grossir un peu la communauté, la visibilité de l'émission. Et comme ça, je pourrai certainement avoir d'autres personnes qui seraient de plus en plus intéressées à venir déguster les petits snacks piquant qu'Étienne va déguster ce soir. Même pas peur. Même pas peur. Alors, il y a 5 snacks de 5 couleurs différentes, donc 5 catégories différentes. Chaque snack va être associé à un thème. Il y aura donc 5 thèmes différents. Et au début de chaque thème, le but est de pouvoir vider le petit gobelet qui est devant toi de la couleur associée. Le premier thème va parler de qui tu es maintenant. Tu es prêt? Toujours. C'est parti. Alors, on va commencer par le petit gobelet bleu. Nous sommes dans une belle ambiance bleue. Le petit gobelet bleu avec des petits snacks bleus. Chin? Chin. Alors désolé pour les crocs. C'est fort. Déjà? Je fais alors. Très bon. Le piquant est sympa. Ouais. C'est relevé. C'est relevé. Un petit côté acidulé, citronné. Et c'est quoi ce bleu? Je sais pas. Ça, c'est de la poudre anti-mensonge. Ok. Donc si tu as l'intention de mentir, tu auras la langue toute bleue. Tire un peu la langue pour voir. Ouais, ok. Tu vas me raconter des cracks, toi. Non, c'est bon. Ouais. T'as le premier, puis le deuxième, puis j'imagine quand on va arriver au rouge, je vais mourir sur la table. Ma mort en direct. Ça va faire des vues, ça. Voilà. Moi, j'aime bien. Ça passe bien. Ouais. Est-ce que tu en mangerais un paquet Donc, complet? faut tout manger avant d'attaquer le thème. Oui. Tu en mangerais un paquet complet comme ça? Ou... Je sais pas. Ouais, non, j'en sais rien. Je l'ai jamais fait, non. Mais non, 3-4, c'est bien. Le problème avec tout ça, c'est que... La piquance, tu la gères généralement ou pas? Pas vraiment, non. Ouais. Je ne mange jamais piquant. Jamais. Jamais. Je ne sale pas beaucoup, je ne poivre pas beaucoup non plus. Si jamais tu es en galère, de l'autre côté des boîtes de jeux, tu vas trouver de l'eau fraîche,
du lait aromatisé fruits rouges, du yaourt, pratique, et de la crème fraîche. Ça va permettre peut-être de faire passer un petit peu la piquance si à un moment donné tu sens que ça attaque de trop, que tu es trop en galère. Fais-toi plaisir. Ok. Il Ok? y a une petite bouteille avec du rouge là. Il y a une petite bouteille avec du rouge là, ce sera peut-être pour un truc rouge en fin d'émission. On verra bien. Donc la première séquence va parler de toi, de qui tu es maintenant, et donc peux-tu te présenter, donc qui tu, donc sur la carte d'identité, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information sur toi sur ta carte d'identité? Eh bien, donc, je suis Étienne Espraman. Hein. Ouais. Je suis né à Liège. J'habite depuis maintenant presque 30 ans à Bruxelles, qui est ma ville d'adoption, que j'aime beaucoup. J'ai 2 boulots. Je travaille depuis 25 ans à la maison justice de Bruxelles, donc j'ai toujours ce boulot-là, Ok. à temps plein. Et tu fais quoi là-bas? Je travaille pour la commission de probation. C'est En 2 mots. Grosso merdo. En 2 mots, une maison justice suit les personnes qui sont en libération conditionnelle, Ouais. surveille que ces personnes respectent bien leurs conditions, mais également les personnes qui sont en probation, c'est-à-dire que à la place d'aller en prison, le juge a été clément et leur a donné quelques années de probation, qui sont également assorties de conditions. Il y a des assistants de justice, on entend parfois dans certains films américains des agents de probation, qui sont chargés de veiller, donc de rencontrer ces gens régulièrement et de veiller à ce que les conditions sont bien respectées. Moi, je ne fais pas du tout ça. Je travaille je suis une sorte de greffier, si tu veux, pour une commission. Parce que quand les justiciables, c'est comme ça qu'on les appelle, ne respectent pas leurs conditions, et tu imagines qu'il y en a plus d'un, Je me doute. les assistants de justice font un rapport à cette commission, me le remettent à moi, via moi. Donc moi, je les mets à l'ordre du jour et il y a des commissions qui se réunissent régulièrement où on convoque les gens, un peu comme dans un tribunal, et on leur demande pourquoi ceci n'est pas fait. Oui, ils doivent justifier du pourquoi Voilà. du non-respect de leurs conditions. Et dans ces conditions, il y a donc il y a une présidente qui est une ancienne juge, il y a un procureur de roi, il y a un avocat, enfin vraiment, c'est un peu face au juge si tu veux. Ok. Sauf que ce n'est pas un jugement, c'est juste une commission qui est chargée de les remettre sur les rails quand ils font pas ce qu'ils... Oui, et toi, ton rôle, comme tu disais, c'est un genre de greffier. Moi, ça peut être comparé à un greffier. Je fais ça depuis des années maintenant. Et ton deuxième boulot? Tu disais que... c'est Geek Attitude Games. Ah, mais oui, évidemment. C'est quand même un boulot, même si c'est gai à faire. Je veux dire, ça prend du temps, de l'investissement. Tu es mi-temps d'un côté, mi-temps de l'autre ou Non, je suis temps plein à la justice et en dehors de mon temps chez Geek Attitude Games. Ouais. Ok. Donc, Ok. donc voilà, je ne compte pas mes heures, mais je le fais avec passion. Et il y a quoi d'autre comme info sur toi, sur ta carte d'identité? Quoi d'autre comme info? Je suis en couple, pas marié, divorcé. J'ai été marié une fois, pas deux, merci. Même si maintenant la personne avec qui je suis est quelqu'un d'extraordinaire et qu'elle me supporte. Et j'aurai bientôt mon anniversaire, j'aurai bientôt 55 ans déjà. Ouais, je sais, j'en fais 32, mais... Et encore. Et encore. Les jours où je suis fatigué, mais ce qui arrive souvent. Mais, On peut connaître la date exacte ou Le 7 mai. Le 7 mai. Ouais, le 7 mai. Ah oui. Ouais. Tes projets actuels, au niveau de ton travail, je ne sais pas si tu as des projets bien spécifiques en place que tu as mis en place, mais peut-être plus au niveau de Geek Attitude Games, quels sont les projets dont tu peux parler? Bon, on a réédité Bruxelles 1893, comme disent les Français. On va parler belge. On va parler belge, mais nous avons beaucoup de public français qui nous regarde et qui nous écoute. Voilà. Et on travaille sur un prochain jeu, bien que le développement est terminé. Là, on va bientôt envoyer les fichiers en usine, qui s'appelle Babylone, qui est un jeu d'Olivier Grégoire, que certains connaissent peut-être, qui a fait déjà quelques jeux. Babylone, donc de Olivier Grégoire. De Olivier Grégoire. Qui a fait Tiwanaku chez Sit Down. Dernièrement. Qui a fait plusieurs jeux, hein. D'ailleurs, si tu tapes sur le Oui, on mettra quelques illustrations de ces jeux. Il a fait des jeux pour enfants aussi. Il a quelques jeux à son actif. Et donc, en termes de jeux, toi, ton type de jeu préféré, c'est quoi? C'est déjà la gamme expert. La gamme expert? Ouais.
dans la gamme expert. Oui, c'est ça, parce qu'elle est quand même pas mal large. Hein. Je suis encore attaché, je suis de la vieille école, c'est sûr, au jeu, on va plutôt dire à l'allemande, hein, la gestion de ressources. Gestion de ressources. Et la pose de meeple, moi... Ok, la pose d'ouvrier, les pousseurs de cubes en bois. Voilà. C'est ça, c'est ta cam. C'est vraiment ma cam. Et également avec interaction centrale, donc sur plateau, quoi, tu vois. Ok. Ton jeu du moment? Un des derniers jeux qui m'a vraiment plu, c'est Beer Pioneer. Je ne sais pas si tu vois. Alors, c'est un jeu allemand. Je ne saurais plus te dire qui est l'éditeur, mais je vais te laisser aller voir ça. Oui, manière. Tous les jeux cités dans l'émission, je mets la cover du jeu dans le coin de l'écran pour que les gens puissent voir de quoi on parle. Eh ben ça, pour moi, c'est le petit lait. Alors, autant dans la mécanique que dans la gestion, dans l'ergonomie, dans le thème. On fait de la bière. On est des brasseurs et on est sur du jeu réellement expert. Hein. Ocean Railroad, j'aime bien aussi. C'est très froid. Hein. Ah, c'est abstrait comme jeu. Voilà, lui, il fait partie. Honnêtement, celui-là, il fait partie de mon top 3. Mais je suis également attaché aux jeux qui racontent, en tout cas, une histoire, c'est-à-dire qui ont pour moi une référence historique. Oui. Pas une histoire genre Dixit, c'est très bien, j'aime beaucoup ce jeu. Oui. Mais l'histoire, tu vas l'inventer. Voilà, mais oui, qu'il y ait un côté vraiment culturel derrière. Côté culturel derrière, ça j'aime beaucoup. Je te parlais de pose ouvrier, mais en fait, il y en a plein d'autres. Chez Feld, pour moi, un intemporel, c'est le Château de Bourgogne. Bah oui, tu vois. Et je trouve excellent. Bah, il est magnifique. Et on n'est pas sur de la pose ouvrier, mais après, il en a fait d'autres qui sont bien aussi. Hein. Pour moi, Feld, c'est un maître à penser, évidemment. Bien sûr. Est-ce que tu as une couleur de pion préférée? Donc, Jaune. Ça, c'est le jaune. Mais en fait, c'est parce que je suis daltonien. Ah oui. Et que, alors, je distingue très bien. Tu vois, ici, j'ai déjà un peu du mal dans l'orange et le rouge. Ok. Mais je distingue très bien le bleu du jaune du rouge. Ok. Ça va. Mais les nuances? Les nuances, c'est plus compliqué. Et il y a certains jeux, parfois, où ils s'amusent, tu diras, fait exprès à vouloir faire dans l'originalité, mais ils ont des pions un peu turquois, un peu vert, un peu bleu. Je suis complètement paumé. Le jaune, souvent, je le demande à jouer avec parce que pour je toi, le reconnais. Il est identifiable facilement. Voilà. Bien. Et donc, magnifique transition pour passer du bleu au vert. Eh ouais. Ok. On se lance. Ah, ça va, c'est des petites boules. C'est des petites bouboules vertes. Il y a quoi dedans? Dedans, c'est des cacahuètes enrobées au wasabi. Alors, attention, je préviens tous les auditeurs. Comme ça qu'on dit, auditeurs? Auditeurs pour le podcast et téléspectateurs pour la vidéo. Et auditeurs aussi. Parfois, quand je mange trop épicé ou avec une numérique ou quoi, j'éternue. Et quand j'éternue, c'est d'un coup et c'est super violent. Donc, vous êtes... Le deuxième thème ici, on va parler un petit peu de ton enfance. Oula. Et nous avons ici un joli petit portrait d'Étienne qui a quel âge là-dessus? J'en sais rien, à mon avis, un an et demi. 1 an et demi. C'est à ma mère qu'il faudrait demander ça, mais... ouais, j'imagine, par le moins. Quelque chose comme ça, 2 ans. C'était quoi pour toi, quand tu étais enfant, le jeu? Jouer? Tu as des frères et sœurs ou tu es fils unique? J'ai une sœur. Tu as une sœur. 2 ans plus jeune. Mm-hmm. Et en fait, moi j'étais déjà plutôt jeu de société. Elle aussi, elle aimait bien, mais moi, elle était plus poupée, magasin, dinette et compagnie. Oui. Et on faisait des deals souvent. Elle jouait à un jeu avec moi si j'acceptais de jouer au magasin. Et alors elle s'amusait, elle avait des petits produits qu'elle mettait sur l'étagère. Je vais prendre un panier, les mettre dedans et passer à la caisse. Que tu vois, c'était... Et à quoi on jouait à l'époque? Alors, plus âgé que ça, hein, vers mes 7, 8, 9 ans. Qu'est-ce que j'avais? On avait le Monopoly, on avait la Bonne Paye, on avait le Cluedo, on avait le Stratego, ça j'aimais bien, j'en ai fait des parties de Stratego. J'ai eu Risk aussi quand j'avais 10-12 ans, un peu plus vieux. Ouais. Et tu jouais quoi? Qu'avec ta sœur? T'es avec tes parents, avec des copains ou Et tu jouais souvent? Je jouais le plus souvent possible. Alors, avec mes parents, j'ai jamais connu mon père en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ma mère,
s'est barrée de chez mon père quand j'avais 4 ans et demi. Mhm. Elle a fini par divorcer parce qu'en fait, c'était quand même quelqu'un qui buvait beaucoup, qui était très violent, et c'était ça où finir en carte blanche pour elle. On s'est retrouvés dans une... Elle n'avait pas beaucoup d'argent, donc on s'est retrouvés, j'ai été élevé qu'avec ma mère, dans une cité sociale, pas top top. L'avantage pour nous, en tout cas en tant que gosse, en tant qu'adulte, j'aimerais pas, moi si j'avais des enfants, les éduquer là-dedans, enfin les faire vivre là-dedans, Oui, mais malheureusement c'est le lot de plein de gens, on ne choisit pas. Mais nous, en tant qu'enfants, on a adoré parce que dans cette cité, il y avait plein d'autres mômes. C'était une cité où il y avait, il y avait à l'avant de la cité, elle se terminait en cul-de-sac, il y avait un dépotoir à l'avant, il y avait une usine désaffectée à l'arrière et pour nous c'était C'était la vie, c'était le terrain de jeu c'était le terrain de jeu immense. idéal, quoi, tu vois. Tu nous as parlé des classiques Monopoly, Cluedo, Stratego, Risk, etc. C'est vers quel âge où tu as découvert qu'il y avait d'autres jeux que ces classico-classiques? Un jour, j'ai acheté une vieille édition de Civilisation. Mais vraiment, le truc, tu ouvrais, c'était dégueu, c'était tout. Tout était en papier, il n'y avait rien de cartonné, quand tu vois, les ressources, c'était des petits papiers découpés, c'était tout en papier, Et donc là, j'ai essayé de m'y mettre, j'avoue. Il n'y avait personne qui voulait jouer avec moi, pourtant il y avait ça direct. En anglais, je m'étais tout tapé, et j'étais pas super doué non plus à l'école en anglais. Donc tu vois, j'étais motivé et là je me suis dit, ouais, il y a quelque chose. Et puis petit à petit, j'ai commencé à... Mais je parle de ça, on était dans les années 80, hein, 85, 86. Pour moi, mon premier vrai jeu, encore un classique que j'aime beaucoup, c'était, je suis allé... mais là j'habitais déjà à Bruxelles. Je suis allé dans une boutique et j'ai dit, ben voilà, moi j'aime bien ça et j'aimerais bien trouver autre chose. Et il m'a dit, ben ça vient de sortir, alors il n'est qu'en allemand, mais regarde, on a traduit les règles. Et il m'a filé 4-5 pages de règles dégueulasses tapées à la machine. Et en fait, c'était Puerto Rico. Et là, boum. Et là, en fait, comme tu dis, un monde s'est ouvert à moi et puis j'ai plongé dedans. Et puis alors, il y a eu... Quand tu vois ce petit gamin-là, imagine qu'il est là à côté de toi. Est-ce que tu aurais un message à lui transmettre? Ouais, étudie peut-être un peu mieux à l'école, mais quoique même pas. Parce qu'en fait, si... C'est toujours a posteriori qu'on repense à son parcours, mais si j'avais fait des choses différemment, je n'aurais peut-être pas fait les rencontres que j'ai eues dans ma vie, qui m'ont beaucoup apporté. En fait, ce que je veux dire, c'est que, je ne lui dirais pas ça comme ça, parce qu'il serait trop jeune pour l'entendre, mais si je vais mourir demain, et je n'ai pas envie, Non, mais je dirais quand même merci à la vie. Voilà, je dirais merci à la vie, vraiment, parce que j'ai rencontré des chouettes personnes, j'ai eu des vrais amis que j'ai encore de longue date, qui datent de mon enfance. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment été aimé, j'ai eu une petite enfance qui n'a pas été riche, ça c'est sûr, mais très heureuse. J'ai été élevé dans beaucoup d'amour et d'affection, etc. J'ai été fort entouré et en fait, j'ai eu... en fait, ce petit gamin-là, il a une belle vie. Une belle vie. Ouais, vraiment. Bien. Eh bien, on va voir comment, à partir de Puerto Rico, tu as fait en faisant avec tes papilles pour le prochain snack. Là, on est déjà dans le jaune. Ouais, on est déjà dans le jaune. C'est une marque de chips bien connue triangulaire, mais qui ont décidé de faire une version où ils disent dessus, ouais, celle-là, elle pique. Elle pique. Ouais. En nous, c'est pareil. Tu manges le premier, tu te dis ça va. Tu manges le deuxième déjà. Puis tu t'en manges et ouais. Manger tout un sachet de ça, tu saurais toi? Trop dur quoi. Ouais, j'avoue, ce serait dur. Manger 3-4 comme ça pour dire de bien délier les papilles. Maintenant, c'est vraiment tu te dis, Bon. C'est très bon. Un petit côté fromage comme ça. Oui, côté fromage.
Maintenant, n'hésite pas, hein, si tu sens qu'à un moment donné, tu as déjà un petit peu trop, tu as de quoi te rafraîchir. T'es fou, tu crois pas que j'ai envie que les gens me voient boire de l'eau? Non, oui, si. Bien sûr, si à un moment donné j'ai besoin. Mais plus que j'aime bien boire régulièrement pour m'hydrater, en dehors du. Donc, tu nous as dit, la séquence précédente, on te file une boîte avec des règles traduites à l'arrache. Un magasin bruxellois. C'était pas Casse-Noisette le magasin? C'était Casse-Noisette. Je sais pas si on pouvait citer ou pas. En fait, il était cité dans l'épisode précédent. Donc, quand tu m'as dit, ouais, un magasin bruxellois, le gars m'avait tapé les machins. C'était encore Pascal Redu qui travaillait à l'époque, alors tu vois, ça date. Ça date. Ça date. Donc, Puerto Rico. Qu'est-ce qui t'a fait pas dans Puerto Rico? Le fait que, et ça c'était le premier jeu que je jouais comme ça, la marque de Puerto Rico, c'est celui qui choisit l'action qui va la faire. Oui. En fait, les autres vont. Alors après, il y a eu beaucoup de jeux. Oui, mais c'est le. Déclinés sur ce. Et les autres font la même action, à savoir que celui qui a choisi a un petit bonus. Et ça, j'ai trouvé l'idée vraiment super. Et puis même, en fait, que le jeu soit d'une mécanique archi simple. En fait, il y a 4, 5, 6 pouvoirs, je ne sais plus, ça fait quelques années que j'ai pu jouer, il faudrait que je m'y remette, mais 4, 5, 6 actions différentes à faire dans Puerto Rico, à ton tour, et basta, quoi. Oui. Et encore, si tu es même le dernier de la table à jouer, finalement, il va te rester 2-3 choix, pas plus. Mais tu auras quand même joué tout le temps, et c'est ça que j'aime bien, parce que tu auras fait les mêmes actions Donc, que tout le monde. Et c'est un jeu, alors là je m'adresse à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est un vieux jeu, il fait partie des classiques, mais si vous n'y avez jamais joué, tentez au moins une partie. Oui, dans le. Dans la. Ouais, Moi je trouve que c'est un jeu qu'il faut avoir fait au moins une fois. Voilà, il fait partie de la grande culture des jeux experts. Écoute, si tu prends tous les jeux aujourd'hui, tu en fais une pyramide, il se trouve parmi la base. Quoi. Il se trouve parmi la base. Et il faut toujours, pour moi, commencer par la base. Un truc que j'aimerais rebondir, et je ne pense pas qu'on voit encore ça maintenant dans les jeux actuels, c'est ce côté où tu as plein d'actions, mais qui coûtent des points d'action. Donc tu as un pot de points d'action, et tes actions coûtent des points. Et donc, c'est en fonction de la manière dont tu vas gérer tes points que... C'est vrai qu'à une époque, il y avait pas mal de jeux qui faisaient ça. Il y a Tikal notamment. Oui, voilà, Tikal. Tikal aussi, j'ai beaucoup joué à l'époque. Je trouve très simple aussi. Là, on est plus dans l'initié que l'expert. Oui, mais c'est un jeu pareil, tu as... Faire tous tes calculs. 10 points d'action à jouer à chaque fois. Et à toi de savoir si tu vas dépenser en faisant ça ou en faisant ça. Et j'aime bien ce principe. Bien ce principe de jeu. Ouais, et c'est vrai que c'est un principe qu'on voit de moins en moins, il me semble. Qu'on voit de moins, peut-être une idée à ça. Ah, tu vois? Ouais. Parfois, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Évidemment. Évidemment. Ouais. Avant de créer Gag avec Fabrice et Fred, tu as fait quoi dans le monde du... À part, ça on en parlera un petit peu après, tu as créé Bruxelles. Ouais. Voilà. Mais est-ce que tu as fait d'autres choses dans le milieu du jeu avant d'arriver à te dire ah tiens maintenant j'ai envie de créer ma maison d'édition? Est-ce que tu as un parcours comme ça que tu as effectué et qui t'a justement amené à l'idée de créer Gag? Oui, un parcours. Enfin, on a tous un parcours. Oui, on a tous un parcours, mais voilà. Le mien, dans les grandes lignes quand même. Donc c'était. Donc j'ai découvert le jeu avec la première version Puerto Rico, etc. Donc il y a plus d'une vingtaine d'années, presque même peut-être 25 ans maintenant. Bon, moi je suis vieux. C'est dans la tête ça. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Mais enfin, je veux dire, j'ai l'âge pour avoir découvert ça à cette époque. Bien sûr. Et donc j'avais trouvé un truc pour avoir plus d'argent. Pas plus d'argent, plus de jeux, sans devoir forcément le payer. C'était devenir animateur. Et j'étais devenu animateur pour Odin à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens d'Odin. Odin, c'était le distributeur belge qui a été ensuite racheté par Asmodée. Et j'étais payé en jeu. Ok, tu étais payé en jeu. Ce qui me satisfaisait parce que j'avais un boulot qui me payait mon appartement, ma nourriture et j'avais une activité sur le côté. Et tu as fait animateur comme ça pendant longtemps? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Pendant peut-être 3-4 ans.
puis, ah oui, alors il y a eu aussi la découverte de ma vie, du milieu ludique. C'est-à-dire Essen. Essen. En 2006, petite anecdote, j'ai rencontré Tom Werneck, qui est le fondateur originel du Spiel, qui était un journaliste. Ok. Maintenant, le mec, il a bien 85 ou 86 ans. On est même allé chez lui, il habite à Munich. Et ce gars nous a montré ça quand on a fait Essen the Game, en fait. Je ne sais pas si Il est là, il est juste derrière toi. Si. Il y a- Donc, pas Taverna. Hein. Non, 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 non. Voilà, il est là. hauteur de... Ouais. Voilà, je le montre aux téléspectateurs. Essen the Game, c'est notre premier jeu. C'est votre premier jeu chez GAG. Ouais. Premier jeu chez GAG. Alors, c'est un jeu sur les jeux, ça se passe au Salon d'Essen. On voulait donc avoir toute une communauté de gens. Mais enfin, il y a... On voit il y a Fall, Trick Track, il y a Boza, il y a Boza, il y a Catala. Et Tom Werneck, c'est lui, c'est ce monsieur-là. Et on lui a demandé s'il voulait bien être sur la couverture, il a dit oui. Et on lui a mis un t-shirt I'm Your Father. C'est pas pour rien, c'est parce que, en fait, pour moi, réellement, c'est le père du jeu de société moderne. C'est grâce à lui si on en est tous là aujourd'hui, et à personne d'autre. Il faut respect à ce gars. Et d'ailleurs, en fait, je l'ai encore vu à Essen dernier, tout le monde le connaît dans le milieu, chaque éditeur lui offre son dernier jeu quand il sort, je repose le jeu là. Oui, On ne le trouve plus en commerce depuis longtemps, hein. C'est vraiment c'est une relique, c'est une relique, c'est un one-shot. C'est un one-shot, en fait, c'est un objet de collection. C'est un objet de collection. Ce jeu, en fait, représente le Salon d'Essen 2013. Et dedans, il y a les tuiles qui représentent les vrais jeux qui sont sortis à l'époque, avec les vrais éditeurs. Voilà, oui, et vraiment... donc, si mes souvenirs sont bons, tu as demandé à chaque éditeur l'autorisation d'utiliser son logo, c'est ça? Bien sûr. Et tu as galéré pour en avoir certains, non? On n'a pas vraiment galéré. Il a fallu peut-être parfois demander 2-3 fois parce qu'il y en a qui oublient. Il n'y en a qu'un seul qui a refusé. Ok. Vraiment, qui a dit non, on ne veut pas. Ok, ça va. Voilà, on ne le citera pas. Voilà, on ne le citera pas. Il nous a invités chez lui. Ben, il nous a dit, venez chez moi et je vous montrerai ma collection. Et là, mec, t'es bien assis. On est chez lui, on discute. Le mec, il parle un français impeccable. Il parle je ne sais pas combien de langues. Il a été journaliste, il était fan de jeux depuis toujours. Et c'est lui qui, dans les années 70, a commencé à faire des petites critiques de jeux. C'était le premier reviewer de jeux. Mais Si. Et dire, ouais, ce jeu-là, il est bien, mais bof, tel a déjà fait mieux, etc. Parce que lui, il achetait déjà ses jeux aux États-Unis, etc. Il comparait. Là, les éditeurs ont commencé à écouter ce qu'il disait, en fait. Et donc, c'est par ses conseils, ses critiques, positives ou négatives d'ailleurs, que des gens ont commencé à développer du jeu moderne. d'accord. C'est pour ça que pour moi, c'est le père du jeu. Et dans les années 70, ce mec s'est dit, à un moment donné, on va créer un prix pour le jeu de société en Allemagne. C'était juste allemand à l'époque, et c'était le Spiel. Le Spiel, c'est lui qui l'a fait, c'est ce gars-là. Donc voilà, il faut quand même reconnaître que... Voilà. Et donc on est chez lui, on prend un thé, on discute. Et puis alors, on lui demande, on peut voir cette collection de jeux? Il me dit, oui, mais elle n'est pas ici. Voilà, déjà une belle maison. Il faut qu'on prenne la voiture et on va dans Munich. Et on arrive à l'entrée d'un bunker allemand. C'est moderne, hein. Et on rentre. Et là, c'est un truc gigantesque. Des rayonnages et des rayonnages. Tous ces jeux, sont listés sur ordinateur. Donc tu tapes le nom d'un jeu, il sait où il peut le trouver. Le mec, il a 22 000 références. 22 000, enfin... 22, et je te parle de ça, on est en 2015 ou 2016. Aujourd'hui, je crois qu'il a encore explosé le truc. Il avait, à l'époque, 22 000 références. Quand on est allé chez lui, et alors des trucs d'une rareté. C'est un musée du jeu de société chez lui. C'est un musée du jeu de société. Une de tes plus belles rencontres, du coup. Et on le voit toujours à Essen. Ah oui, ouais, vraiment. C'est une de mes plus belles rencontres du monde ludique. Ouais. Pour moi, il est... alors, il y a des mecs comme Tom Vazel, etc. Oui. Mais pour moi, il est au-dessus d'eux. Si Tom Vazel a commencé à jouer et à faire des critiques, c'est parce qu'il y a eu lui avant. Lui, c'est le premier. Puis j'ai fréquenté l'autre poste, qui est un café-jeu à Bruxelles, où on se retrouvait entre geeks tous les mardis soirs pendant des années. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire un jeu, et c'est là, dans ce club-là, que quand j'ai vaincu ma timidité, après avoir fait mon premier proto, je suis un jour allé leur montrer, et puis ils m'ont tous dit, mais attends, et alors...
Ah ben C'est comme ça que ça a commencé. et du coup, mais tu es un invité exceptionnel parce que tu me sers les transitions sur un plateau d'argent. Ah bah, Voilà, on va parler donc de Bruxelles, dans un gobelet mais orange. dans un gobelet orange, parce que voilà, quand on regarde un petit peu, il y a une thématique orange-brune comme ça, donc on va pouvoir passer au prochain chips. Ça, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4. Ok. Allez, chin. Chin. J'ai toujours envie de dire, quand je croque dans le premier, moi ça va. Et après, Et après, il y a le après. Ah. Moi, c'est bon. ça va, ça passe? Ouais. Et du coup, on ne sait pas avec quoi ils pimentent tout ça. Non. C'est des Ça mélanges. Ça, c'est avec de la poudre de Carolina Reaper. Du Carolina Reaper. Je sais pas ce que c'est. Petit piment. Comme ça. Ah, il commence à attaquer celui-là. Mais tu sens son piquant. Tu l'identifies très vite. Parce qu'il ne va pas attaquer la langue. Il va attaquer là, la gorge. Tu le sens là, c'est le côté lame de rasoir. Oh. Ça infuse pour l'instant. Je sens déjà partout depuis. Maintenant, ça part du cerveau jusqu'au fond de la gorge. Hein. Ouais, hein. Ah bon. D'accord. Il y en a encore un. Je suis sûr que tu m'as mis des plus gros chips que les tiens. Non, du tout. Non. Mais pas quand tu bois de l'eau, c'est encore pire. Vas-y, essaye, tu vas voir. Et tu me diras ton ressenti. Je bois avec toi, hein. Si tu bois de l'eau, je bois de l'eau. Chin. Santé, même. À la vôtre. Ça fait pas beaucoup d'effet. Hein. Ceux-là, ils sont vraiment crapuleux parce qu'ils commencent à attaquer là. Et après, il revient sur les papilles sur l'avant de la langue. T'as pas ça? J'ai l'impression que j'attaque partout, moi, même sur mes lèvres. Et un jour, tu as décidé. La bouteille. On va enlever la bouteille, on va montrer tes créations. Un jour, tu décides de créer Bruxelles. Ouais. Enfin, ouais. Tu as la thématique tout de suite ou c'est plus une mécanique qui te vient? Non, la mécanique est vraiment venue de la thématique. En Art Nouveau, on a encore beaucoup de perles et des bâtiments qui sont splendides. Tu es passionné d'Art Nouveau ou tu aimes bien le... Alors, il faut savoir que quand j'étais gosse, je voulais être architecte. D'accord. À la base, je voulais surtout faire un jeu sur Bruxelles. Mhm. Et à Bruxelles, je me suis dit, mais on a quoi? On a la bière, on a le chocolat, et puis il y a eu deux choses qui m'ont... Et puis la Grande Place de Bruxelles. Mhm. Et j'ai commencé à faire un premier prototype sur la Grande Place de Bruxelles. Et un jour, j'ai regardé une émission où on voyait Françoise Aubry, qui était avant la directrice de la maison Horta à Bruxelles, Ok. qui expliquait sur l'Art Nouveau. Et je me suis dit, bah ouais, mais Donc- j'ai envie de faire un jeu là-dessus, moi. Donc Victor Horta, qui est un grand précurseur de l'Art Nouveau. Voilà, Victor Horta et d'autres dans Bruxelles. Victor Horta, enfin d'ailleurs, le mouvement architecturalement parlant, Art Nouveau, c'est à Bruxelles qu'il est né, nulle part ailleurs. Et l'Art Nouveau est caractérisé par quoi? Alors là, à l'époque, on commence à utiliser beaucoup tout ce qui est ferronnerie. Il y a eu la Tour Eiffel, il y a eu des serres royales, etc. Tu vois. Oui. Mais c'était encore soit bâtiments industriels, les gares de l'époque, ou des bâtiments comme la Tour Eiffel. Et Victor Horta s'est dit, eh ben, tout ce qui sert de matériaux de construction de base, moi, je vais à l'époque en tout cas, l'employer dans les maisons privées Individuel. et je vais le magnifier. Mais il s'est dit, mais alors en plus, tant qu'à utiliser du fer forgé, bon, on va y aller, on va mettre des courbes, des recourbes, la ligne en coup de fouet, c'est très Victor Horta. La ligne en coup de fouet, c'est l'acier, mais tordu. Oui, oui, plié, ok. tu vois, c'est ce qu'on appelle la ligne en coup de fouet.
Parallèlement à ça, un autre bruxellois qui était Paul Hockart, qui était aussi architecte, lui a eu la même idée. Il a construit sa maison à peu près à la même année qu'Horta, donc c'est pour ça qu'on dit qu'Horta c'était quelques mois avant, mais c'est tous les deux précurseurs. Mais lui n'était pas du tout en ligne coup de fouet. Il y a pas ce que maintenant la plupart des gens pensent. Quand tu dis Art Nouveau, tu vois des volutes, tu vois des courbes. Et lui, c'était plutôt assez rectiligne. Mais c'était quand même les poutres apparentes, les rivets apparents, c'était les matériaux bruts. En fait. Les matériaux bruts, oui. Étaient magnifiés aussi, mais sans aller sans remettre une couche de chantilly, je dirais. Il n'y avait qu'un éditeur chez qui je voulais aller en premier, en tout cas. Oui, oui. C'était Paul Games, parce qu'il avait sorti 3. Qui était un de mes jeux favoris aussi. Voilà, un jeu que j'adore, par exemple. Mais bien sûr. Il avait sorti 3, Tourné, il avait déjà sorti aussi à l'époque? Non, 3 c'était le premier. C'était le premier. Tourné, il est sorti au moment où il venait de sortir au moment où je le présentais Bruxelles. Ok. Et il travaillait sur Ginkopolis, non? Ginkopolis. Voilà, et puis je suis allé présenter chez Sébastien Dujardin, et là il travaillait, il m'avait donné rendez-vous chez lui. Je suis resté jusqu'à chez Sébastien, jusqu'à 19h à discuter du jeu et tout. Et il m'a dit, ce jour-là, je signe, je le veux maintenant, voilà. Le jour où tu présentes qu'à une personne, ouais, le jour où tu présentes... Ouais, je sais, c'est du cul incroyable, ça arrive pas à un mec sur 1000. J'ai pas dû démarrer, je suis jamais allé en salon, je suis allé chez un éditeur. Mais c'est une histoire incroyable parce qu'en plus, il a fait une partie à la et suite il m'a dit je le parce qu'en plus à la suite de ça, tu gagnes l'As d'or, c'est ton premier jeu. Ouais, c'était mon premier. C'est une belle histoire, dis. Donc voilà. Et puis comme tu dis, le jeu gros succès. Et direct, As d'or. Un gros succès d'estime. Hein. Oui. Parce que, parce que j'en ai pas vendu 1 million, malheureusement. Non, mais catégorie expert. Mais oui, catégorie alors tu expert. remarqueras, donc ça c'est ma boîte, je n'ai pas encore le macaron de l'As d'or, parce que quand tu gagnes l'As d'or, tu as la boîte d'origine. Tu as droit à poser le label, tu as droit à poser le label. Bien sûr. Et donc moi j'avais déjà acheté le jeu avant parce que j'y croyais déjà à mort. J'avais gagné à l'époque Europa Ludi aussi. Cette année-là, ça s'était passé en Espagne, mais c'est le concours de Boulogne-Billancourt. Ok. Et donc l'extension, très vite, j'ai eu l'idée de l'extension. Oui. Je l'ai présentée l'année d'après à Sébastien. Mm-hmm. Je l'ai un peu transformée depuis, mais grosso modo, il y avait déjà beaucoup de ça. Mm-hmm. Il aimait bien, il m'avait dit on la fera. Et puis, dans l'intervalle, Asmodée a racheté Pearl Games en 2015, si mes souvenirs sont bons. Et alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou parce que je ne sais pas s'il avait changé d'avis, mais il m'a dit ton extension, on ne va pas la faire. Ok. Dommage, ok. Moi, en parallèlement à ça, j'avais commencé GAG. Et puis le jeu, il a réédité une dernière fois, je crois qu'en tout, pour le game, ça a dû faire 15 000 exemplaires. Il avait réédité une dernière fois en 2015-16, et puis basta, il n'a plus rien fait avec, ça ne se vendait plus. Ok. Et quand j'ai récupéré les droits sur le jeu, c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire le jeu de cartes. Ça va être intéressant à discuter dans cette nouvelle séquence. On va manger des petits chips. On va manger un petit chips, mais un peu peur. Ceux-là, ils sont trop nature. On va les agrémenter d'un petit... je bois un petit coup d'eau là. D'une petite sauce. Donc, on va lui rajouter un petit peu d'orange fâché. Du ketchup? Oui, voilà, du ketchup. Voilà. Oui, c'est un peu un ketchup. Voilà. C'est une orange qui n'est pas contente dessus. Putain, ouais. Voilà. Je vais faire le cauchemar. La Angry Orange. Rien qu'à voir l'étiquette. Et donc, en fait... T'achètes où? J'ai mes sources. Je vais être en très bonne autre chose. C'est des chips. Voilà. Dans le monde des petites saveurs orange, agrumes et légèrement cerise. C'est ça, je vais cracher le feu comme un dragon.
Alors, Ouais. tu conseilles de les goûter ou je mange tout ce qu'il y a dessus? Ah, faut vider, faut manger tous les chips. Ouais, ça oui. Faut tous les manger. Mais tu vois, il y en a un en dessous qui n'a pas eu grand-chose. Je t'attends. Tu es prêt? Allons-y. Le duel. Tu les trouves moins hard que le précédent? Ouais. Allez. Et au niveau du Enfin, goût, quoique. il a retardement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est inspirer. C'est là que ça remonte. Ah oui, non. Eh bien, T'as tout mangé déjà? non, non. Allez. T'en restes combien? T'en restes un? 1,5. Un et demi. Allez. Ah. Ah, même moi, il me fait peur. Heureusement que tu ne fais pas des interviews tous les soirs. Oh, Seigneur. Ah oui, là, je pleure. Aïe. Ah. Je suis un homme sensible. Ah. T'as fini, toi? Oui, je l'ai fini, moi. Bien, il me reste ça. J'irai jusqu'au bout, monsieur. Force honneur. Ah. Ah. J'en ai un peu sur les Non, doigts. non, Je ne dois surtout pas me frotter les yeux. Non, alors, il y a du papier essuie-tout, ou sopalin pour nos amis français. Donc, n'hésite pas. Oui, te frotte pas les yeux avec ça, surtout. Parce que sinon, et après, je vais reprendre la route. Ah. Eh ben, Tu veux pas un peu de chantilly ou un peu de yaourt, non? Non, ça va. Ah, merci. Ben, vas-y, toi. Non, non, voilà. Tu manges, je mange, tu manges pas, je mange pas, je... Mange un peu d'eau. Mais c'est vrai que c'est... Ah, Ah oui, non. Quand même. quand même, hein. Mais ce côté agrume et petit côté cerise acidulée, tu l'as senti ou... Non. Et donc, après avoir créé Bruxelles, Ouais. tu crées ta C'est société, même plus ce que je disais. Ouais, tu crées ta maison Allez, on d'édition, passe sur Gag. GAG. Donc, GAG pour... Geek Attitude Games. Et puis en même temps, ça faisait Gag. Oui, ça faisait GAG, parce que Parce vous que êtes, moi, voilà, vous êtes une bande de j'ai- trois... Oh, non, vous êtes une bande de trois marrants, enfin, on vous connaît pour votre côté très dilettant, très esprit belge, bon enfant. Bah oui, Voilà, on se prenait pas la tête. D'ailleurs, je t'avoue que moi, j'avais pas du tout l'intention de fonder une maison d'édition et encore moins qu'elle perdure. En fait, quand Fred, qui était un ami, joueur aussi, partie du cercle Bah oui. de bruxellois, m'a Coucou dit, Fred, moi, si j'ai tu envie nous de faire regardes. un jeu sur SE. J'ai dit OK. Donc, il est venu me trouver à Essen en 2013, quand le jeu Bruxelles est sorti. Et j'ai dit, oh, j'ai envie de faire un jeu sur Essen, ça pourrait être sympa. J'ai dit, OK, je suis avec toi, voilà. Et on a commencé tous les deux à faire un proto, à avoir des idées. Enfin, ça a fort évolué aussi. Au départ, on avait un tableau qui était grand comme la table. Et puis Oui, oui, finalement, oui. on a Bah, en fait, je me souviens, vous étiez venu le présenter à l'Éden, qui est un théâtre à Charleroi. Ouais, ici à Charleroi. À Charleroi, tu es venu le présenter à l'Éden. Nous, je faisais des animations pour le magasin Ludo-Trotteur, Ah ouais. Qui Tu vois, venait. ça remonte. qui venait d'ouvrir. Et donc, je faisais des animations pour eux. Et vous étiez venu le présenter avec Fred. Ouais, mais ça, c'était il y a 10 ans. C'est en 2013. Ouais, 2013, peut-être début 2014. Et donc, lui, il me dit. Et après, je lui dis, bah, OK, on va aller chez qui? Parce que moi, me rendais quand même bien compte qu'un jeu qui parle de jeu, moi, en tant qu'éditeur, ça ne m'exciterait pas trop. Surtout si tu parles, en plus, tu fais la promo des jeux des autres qui sont dedans. Il dit, mais non, on va faire ça nous-mêmes. Ben, j'avais aucune idée de comment était un jeu. Lui non plus, je crois, mais on a appris sur le tas. Ah, vous avez tout appris en manière autodidacte? Ouais, en manière autodidacte. Enfin, on a eu des conseils à gauche, à Oui, droite. oui, mais on mais... connaissait un peu le genre du milieu, mais à l'époque, pas trop grand monde. Mais on savait surtout qu'il fallait quelqu'un qui s'y connaisse très bien en InDesign, en fichier, Photoshop, etc. Ok. Et d'où Fabrice. C'est Fred qui m'a présenté Fabrice, je ne le connaissais pas.
Mais 5-6 mois après qu'on ait commencé à faire le jeu, quand le proto a commencé à tenir un peu la route, il a fallu quelqu'un pour mettre tout ça en image, et c'était Fabrice. Ok. Et en mai 2014, on a fondé Geek Attitude Games. Et puis après, on avait un pote qui avait fait un prototype qui s'appelle toujours Karl Marcel. C'est un jeu sur des tavernes avec des nains. Il était très jeu de rôle aussi. Oui, 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 oui. On a dit, écoute, ça a l'air sympa, on va éditer ce jeu-là. Et donc, le jeu n'était pas abouti, donc avec tout, on a travaillé, etc. Et ça a été notre deuxième jeu. Taverna. Tu peux le retrouver là, juste derrière toi, dans la case juste derrière toi. On va le montrer aussi. Voilà, ça c'était notre deuxième jeu. Là, il y en a eu un peu plus exemplaires, peut-être 6 ou 7 000. Et vous avez eu un prix du Nord avec ça? Oui, on avait eu un prix du Nord. Il y a même eu une version au Brésil. Allez. Oui, portugaise de Taverna. Ouais. Et donc, j'aimerais bien refaire une partie d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Oui, surtout en plus, j'aime bien moi, j'ai toujours aimé la couverture. J'ai toujours aimé la couverture de ce jeu, cette ambiance comme ça. Ouais, l'illustrateur Jonathan Lartet, c'est un liégeois aussi. Allez. Ouais. Lui, normalement, si tu ouvres la boîte, il devrait me l'avoir dédicacé, normalement. On va faire. Qu'est-ce qu'il a mis? Ah oui, pour Cédric. Pile 15. Donc, à Essen en 2015. À Essen en 2015? Il est sorti à Essen en 2015. Et il a fait un très joli dessin. Ouais. Essen 2015, c'est l'année où on l'a sorti. Ok. Puisque, Essen est sorti à Essen en 2014. Ouais. Celui-là en 2015. Ben voilà, c'était très artisanal. On a vendu quelques milliers de boîtes, c'est tout. Et en Mais visuellement, je trouve très très beau. Hein. Moi aussi. Franchement. Même les cartes à l'intérieur. Oui. Je ne sais pas te souviens, mais je trouve que ce jeu a un très beau visuel. Jonathan méritait d'être plus connu comme illustrateur, mais il illustre d'autres choses. Mais dans le milieu du jeu, il n'est pas fort connu. Alors que même le plateau était super mais joli. c'est vrai qu'en le revoyant, refaire une partie me tente très bien. Écoute, moi aussi. Ouais, écoute, on essaiera de se caler une petite soirée tous les deux et on... Avec plaisir. Ah ouais, ça me tente bien. Avec plaisir, j'aimerais bien jouer. Celui-là aussi, notamment, mais ressortir les vieilleries. Oui. Voilà, et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu? Après, on a rencontré... Alors, on a rencontré Alain, je ne sais même plus comment s'appelait l'autre, c'était deux Parisiens qui avaient l'idée de faire un jeu sur Save the President. On t'a peut-être fait jouer à ça, il fallait jouer. C'était un jeu très très bon, et finalement, le courant ne passait plus du tout entre nous, donc on leur a rendu leur projet. C'est dommage, parce que c'est un jeu qui était excellent, qui, je crois, n'est jamais sorti, en tout cas, n'a jamais fait parler de lui. Non, je sais que oui, tu me l'avais déjà fait tester, celui-là. Alors qu'ils avaient un jeu vraiment excellent. Mais eux avaient un ami aussi, je ne sais pas si c'est encore un ami aujourd'hui, mais du moins une connaissance, qui nous ont présenté, qui avait aussi un chouette proto. On est des rescapés sur une île, sur une planète, qui se font courser par une créature, quoi, et c'est devenu Not Alone. Et ça, Not Alone, ça a été notre plus grand succès, on en a fait plus de 100 000. Voilà, comme j'ai un éditeur devant moi, quand tu signes un jeu, c'est quoi les clauses en général d'un contrat de jeu? On est en termes de droit, en termes de durée, en termes de... Qu'est-ce que... Chez nous, parce que ça dépend d'un éditeur à l'autre. Ah oui? Il n'y a pas des contrats types comme ça? Si, grosso modo, il y a les... Quelles sont les clauses qu'on va retrouver globalement quand tu signes un jeu? On demande que la personne que le jeu soit vraiment de lui, que ce ne soit pas un truc copié, oui. etc. Nous, on lui assure de faire un certain tirage par année. Oui. Auquel cas, on lui rend son projet. On assure ça pour un minimum d'années, oui. Extensible si le jeu marche et qu'on le réédite encore. Ok. Donc c'est une reconduction tacite? Une reconduction tacite. Okay. On définit évidemment un pourcentage aussi. Oui. C'est tout à fait logique que l'auteur soit rémunéré. Alors pour le reste, on demande quand même à l'auteur qu'il laisse les droits à gag d'exploiter le jeu comme il l'entend. Oui. Et donc exploiter le jeu comme un éditeur l'entend, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, on fait un jeu de société, mais si
Alors nous, on n'est pas du tout là-dedans, mais si un éditeur de jeux vidéo nous avait dit les gars, moi j'adore l'Autolone, j'ai envie de faire une version vidéo, voilà. Ok. C'est le gars qui décide, c'est oui et non, on fait. Ok. L'auteur n'a plus rien à dire à ce moment-là. La localisation, s'il y a un éditeur. La localisation, C'est le gars qui- vous qui décidez. Oui, c'est le gars qui décide. c'est l'ayant droit qui décide. Un truc ainsi, un jeu qui est localisé comme ça, est-ce que l'auteur va aussi toucher une partie de la rémunération de cette localisation ou c'est que pour vous? Non. L'auteur touche aussi, mais souvent c'est plus en one shot à ce moment-là. Et donc, pour pouvoir rééditer Bruxelles, tu as dû attendre que Pulse Game n'ait plus de droit d'exploitation. C'est ça. C'était 5 ans après. Si il n'éditait plus le jeu, Mhm. après X années, je récupérais les droits sur la mécanique. Sur la mécanique seulement, pas sur les illustrations. Je n'aurais pas pu le... Ça, c'est aussi une question qu'on m'a demandé. Mais pourquoi tu n'as pas repris les mêmes? J'aimais bien. Moi aussi, j'aimais bien. Mais... et ça, c'est pour le game, c'est Sébastien qui m'a dit. Hein. Tu reprends le droit sur la mécanique, il dit tu as droit, mais le jeu, c'est Pearl Games qui a payé les illustrations. Donc, Ça ça lui appartient. Ouais. Et comme en plus, Alexandre Roche n'illustre plus, D'accord. donc il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et puis comme on voulait faire une extension dedans, Donc c'est pour ça qu'on a le sous-titre ici. à l'époque, Belle une époque. extension. Et ben, on s'est dit on va tout faire Avec des nouveaux personnages dans une de même nom. boîte. Parce qu'on m'a posé aussi la question, ouais, pourquoi tu n'as pas juste sorti l'extension? Ben, avoir le jeu illustré comme ça, ça n'avait pas de sens. Puis même, beaucoup de gens me disaient, ah, c'est dommage, je ne vous trouve plus, on adore ce jeu. Et effectivement, regarde, nous, on en a refait 15 000, en tout et pour tout, maintenant, il y en a 15 000. Ok. Donc c'est qu'il y avait encore des demandeurs, quoi, tu vois. Ça, c'est vous qui avez décidé du nombre de tirages? Non. Et maintenant, GAG, il y a eu un changement depuis l'année passée, depuis Bruxelles, on s'est mis en partenariat. Alors, GAG, il y a eu 2 gros changements. Début de cette année, Fred, qui a ouvert un magasin de jeux à Flagey, a décidé de quitter GAG. Ok. Voilà, il n'y a plus que Fabrice et moi. C'est fait devant le notaire, on a racheté ses parts, c'est comme ça, c'est officiel. On reste en super bon terme. Oui. Et on va manger demain soir tous les 3 au restaurant. Et il nous aide encore pour certains trucs. Parce que lui, c'est lui qui s'occupait énormément, il faisait un travail énorme. Et surtout, notamment, tout ce qui était comptabilité, tout ce qui est contrat, etc. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Okay. On va devoir reprendre ça en main. Et il nous aide pas mal sur ce coup-là. Merci à lui, si tu nous regardes, merci. Tu connais Fred. Mais voilà, il voulait plus s'occuper juste de son magasin de jeux. Bah oui, parce qu'il... Voilà, ouais, enfin... 10 ans de GAG, c'était déjà bien. C'est déjà bien. Il fallait s'occuper d'un magasin, c'est pas rien non plus. Hein. Donc il y a ça. Et un autre gros changement pour GAG, mais ça s'est opéré déjà depuis 1 an ou 2 maintenant. Le temps passe tellement vite. On s'est mis en partenariat avec un éditeur canadien qui s'appelle Synapse Games. Mais oui. Oui. On est allé là-bas au Canada, on les a rencontrés, etc. Et c'est lui qui, en fait, quand on fait un jeu, on lui propose, et c'est lui qui assure la localisation en anglais, ça c'est une chose. Il est bien implanté sur le territoire États-Unis, Canada, États-Unis. Et il a beaucoup de contacts, et c'est lui qui nous trouve nos éditeurs étrangers pour les différentes localisations. Ok. Donc, on ne s'occupe même plus de ça non plus. Mais c'est bien. C'est d'autant mieux qu'en plus, et là, double merci, cerise sur le gâteau, c'est même lui qui s'occupe de la production, du shipping, de faire revenir, etc. Quand je te dis qu'il s'occupe de la production, c'est même lui qui avance les coûts de la production. Donc nous, en fait, on travaille comme on est encore un éditeur indépendant. Oui. Mais vous travaillez vraiment sur les... On travaille sur le jeu. Vous travaillez sur le jeu. On ne se casse plus la tête avec le reste, qui bouffe beaucoup de temps, qui bouffe beaucoup de tracas. Nous, d'avancer une prod, il faut savoir que les premières années, les premiers jeux qu'on a fait, jusqu'à Autolone nous a permis d'engranger assez d'argent pour pouvoir payer un nouveau jeu. Mais les 3 premiers jeux, donc Autolone y compris, pour le produire, on a mis de l'argent de votre poche. De notre poche, quoi, tu vois. Donc il fallait que ça marche. On était là. On ne se paye pas des masses, moi je te dis, parce que j'ai un autre boulot que je peux remplir. Oui, on sait très bien que c'est pas... Le seul qui est salarié chez GAG d'ailleurs, c'est Fabrice. C'est Fab. Ouais. Une fois que tu as pu récupérer les droits de Bruxelles, tu as pu, toi, le rééditer avec une extension que tu avais pensée. Belle époque. Oui, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. C'est toi qui l'as appelé comme ça?
En fait, parce que Belle Époque est une... tu as peut-être déjà entendu cette expression, je ne sais pas. Belle Époque, c'est... Moi, l'expression belle époque, quand j'entends ça, ça me fait penser aussi aux panneaux, aux vieux panneaux métropolitains à Paris, comme c'est ça. ça. C'est Voilà. de l'art nouveau. Hein. C'est de l'art nouveau. Oui, Hector Guimard, c'est de l'art nouveau. Et donc, Belle Époque, c'est effectivement le... Il n'y a pas de date précise, mais c'est la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là, c'était plus du tout la Belle Époque. Et alors, c'était la Belle Époque pour l'Europe, oui. parce que c'est l'époque des grandes inventions, des richesses, des colonies, bien sûr, avec tout ce que ça comporte. Voilà, Comme background moins glorieux. Voilà, moins glorieux. Mais en tout cas, c'est l'époque de l'essor de l'Europe, et où d'ailleurs l'Europe était... L'Europe en tant que telle n'existait pas encore comme elle est aujourd'hui, Oui. mais Les grandes nations. les États européens étaient les premières puissances mondiales à l'époque. Numéro 1, Angleterre. Numéro 2, je te le donne en mille, Belgique. L'extension va apporter pas mal de trucs. La nouvelle boîte apporte pas mal de trucs. Alors déjà, il y a deux nouveaux notables qui sont Privat de Liffmont, qui lui te permet de créer une œuvre d'art blanche que tu peux vendre comme étant de n'importe quelle couleur. Elle te ramène que la moitié, mais toi qui choisis la couleur au moment de la vente. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle la mécanique. Ouais. Le second notable, j'y tiens beaucoup, c'est Georges Nagelmakers. Georges Nagelmakers, c'était un Liégeois qui est allé, issu d'une famille de banquiers déjà à l'époque, comme tous les notables de l'époque, c'était toujours des gens aisés. Quand je te parlais de Belle Époque, Oui. il est allé aux États-Unis et quand il est revenu, il a eu l'idée de fonder un truc que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'appelle la compagnie des wagons-lits et notamment l'Orient Express. Le train Orient Express, mesdames, messieurs, a été créé par un Belge liégeois. Et surtout, chaque joueur a un petit plateau individuel, ça il y avait déjà dedans. Oui, et bien maintenant, de l'autre côté, j'ai fait une version asymétrique pour ceux qui aiment jouer de manière simple. Bien. La prochaine sortie de chez Gax, c'est aussi un jeu de construction. C'est un jeu de construction. Alors, rien à voir. On est plus dans du familial, plus compliqué. Ouais. Donc, c'est un jeu d'Olivier Grégoire, dont j'ai déjà parlé. Ça m'a mis depuis longtemps maintenant quand j'y pense. Et ça s'appelle Babylone. Et là, chaque joueur va construire les jardins suspendus de Babylone. Une des 7 merveilles du monde antique. Une des 7 merveilles du monde antique. Et donc là, on a déjà commencé à le montrer à Cannes notamment. Oui. Et celui-là, je l'ai fait à Cannes. C'est prévu pour Essen. Ok. Et donc, dans ce jeu-là, qui est d'une mécanique beaucoup plus simple, mais il y a énormément de matos, par contre. Ouais, il y a beaucoup de matos. Et donc, chaque joueur va tirer à son tour une tuile qui représente... Ça Il y a picote. encore un petit relord qui représente un jardin. Un jardin, oui. En fonction de l'endroit d'où tu prends ta tuile, tu vas recevoir des piliers. Et tu vas pouvoir ainsi commencer à mettre tes piliers et à mettre ta tuile dessus et à pouvoir les superposer pour arriver à créer en 3D des jardins suspendus. C'est à la fois, et ça, on n'a pas tout le temps cette chance de faire ça, un bon jeu, j'aime bien, mais personnellement je trouve qu'on a fait que des bons jeux, ça c'est mon avis personnel, mais en même temps, et ça on n'a pas toujours fait ça loin de là, un bon produit. Ok. Quelque chose de visuel, quelque chose qui donne envie de s'arrêter, quelque chose dont on peut parler, quelque chose de facile à expliquer, facile à apprendre. Quand je dis d'un bon produit, c'est quelque chose qui peut se vendre facilement. Facilement, oui. Parce que, et je t'en citerai plein, mais je ne vais pas le faire, mais il y a beaucoup de bons produits qui sont des jeux de... je ne vais pas dire le mot. Oui. Et beaucoup de bons jeux qui sont excellents. Mais qui sont dégueulasses. Mais qui ne sont pas des bons produits, Oui. parce qu'ils ne se vendent pas, qui sont dégueulasses. Et qui sont, voilà, qui donnent pas envie. Et qui ont un visuel... Mais alors que le jeu... Alors que quand tu y joues, tu fais... Voilà. C'est agile, le mec qui a créé ça, toi. Et donc, arriver à concilier les deux, ce n'est pas toujours le cas. Et je crois que cette fois-ci, on l'a. Eh bien, Étienne, un énorme merci
pour toutes ces informations. Merci à toi. On va tout doucement... T'as failli m'arracher la gueule, c'est vraiment le cas de le dire, mais c'était bon, finalement. Eh bien, fameux. Franchement, appris plein de choses super intéressantes. Et moi, un truc, et ça j'aime bien, voilà, j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, ce que j'aime bien aussi moi dans les jeux, c'est le contexte culturel qu'on va retrouver dedans. Et là ici, ce que j'adore, c'est toutes les personnalités que tu as dans ton jeu, elles ont toutes existé. Ah oui, c'est vrai. Elles ont toutes existé et il y a un vrai lien culturel sur... Toutes les maisons qui sont listées dedans sont des maisons qu'on peut encore voir aujourd'hui à Bruxelles. Tous les notables qui sont dedans ont existé. J'ai essayé, c'est une question que moi ça m'a posée, j'ai essayé de mettre une femme dedans. Mais à l'époque, malheureusement, s'il y avait déjà plein de femmes talentueuses et très intelligentes, elles n'avaient pas souvent, on les était pas beaucoup à l'époque à les mettre la place qu'elles méritaient. Oui. Et donc par rapport par rapport à l'effet, si tu veux, à l'effet de la carte, eh bien je devais trouver tel ou tel type de personnage et j'allais pas inventer une femme pour mettre une. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre une femme sur la couverture. Hein. C'est pas seulement pour faire joli, c'était vraiment pour faire. Et sur la tranche de la pointe. Et sur la tranche pour la mettre à l'honneur. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai vécu sans père, j'ai vécu entre ma mère, ma grand-mère et ma soeur. Et s'il y a une chose dont je suis vraiment convaincu aujourd'hui, c'est que les femmes sont bien plus courageuses que les hommes et bien plus fortes. On est bien d'accord là-dessus. Franchement. Ouais, on est bien. Avant d'aller te laisser aller manger tes frites, les frites. Avec une sauce bien piquante. Avec une sauce bien piquante. J'ai deux petites choses pour toi. La première, c'est comme tu as réussi à manger tous tes chips, tu as droit à ton t-shirt Hot Game. Ah, je l'ai gagné. Ah, super. Alors, c'est quoi comme taille? Est-ce que tu as vu j'ai pris du S. Alors, je me suis dit que... Oh, un Fruit of the Loom. Un Fruit of the Loom aussi, oui. XL, non, c'est bien. Super. Oh, je vais être beau avec ça. Magnifique. De toute beauté. Et en début d'émission, je ne sais pas si tu te souviens, on a fait une petite photo pour la vignette YouTube. Eh bien, je vais te demander... Quoi, c'est déjà développé et tout? C'est déjà développé et tout. Et de... en fait, la dédicacer. C'est elle qui travaille vraiment pendant qu'une... Quand tu disais que, les femmes sont beaucoup plus fortes que nous, sans elles, on n'avance pas, mon grand. Tout à fait. Et je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Tu as mis quoi? Merci pour cette piquante soirée. S'il te plaît. Merci de ta générosité aussi haute que Babylone. Oh, bien ça. Voilà. Cadeau. Oh, merci. Hot Game épisode 5, c'est fini. Un énorme merci à toi, Étienne, pour toutes ces informations, pour toutes ces anecdotes. C'était vraiment hyper enrichissant. Vous pouvez retrouver l'interview donc en podcast, comme je l'ai dit en tout début d'émission. Donc c'est un nouveau format que je mets en place parce que je vais peut-être raccourcir un petit peu en vidéo pour que ça puisse tenir sur peu de temps. Mais vous aurez toute l'interview dans son intégralité en podcast. Et donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettez 5 étoiles sur le podcast pour aider au référencement, pour pouvoir me permettre de produire de plus grandes émissions avec des autres invités. Un tout grand merci à tous. On se retrouve donc le mois prochain avec une nouvelle invitée. Et en attendant, bon jeu à tous. Merci Hot Game.